Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. 10 Congolais ont trouvé la mort dimanche dernier après le bombardement de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum au Soudan. L'information a été livrée par les gouvernements congolais au cours d'un briefing hebdomadaire. Le parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, rejette en bloc les accusations des services et des renseignements militaires sur les cas de Salomon Idi Kalonda, accusé de détenir une arme à feu et de vouloir renverser le pouvoir en place en RDC. Une grève de chauffeurs de taxis et taxibus a été observée lundi 5 juin 2023 et sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. L'appel à 3 jours de grève a été lancé par la synergie des associations de chauffeurs pour dénoncer les tracasseries et arrestations arbitraires dont ils sont victimes. Le 10e sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, tenu à Luanda dans le but d'analyser la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et en République du Soudan, qui ont pris part à ces sommets les 12 pays de la CIRGL, dont la RDC qui a été représentée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accompagné du vice-premier ministre de la Défense et Affaires étrangères, du ministre d'État à l'intégration régionale et d'autres experts de son cabinet. Outre le pays de la CIRGL, les sommets a connu la participation du président de la Commission de l'Union africaine, de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Grand Lac, ainsi que la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Dans son allocution d'ouverture dans la salle de conférence de l'hôtel Intercontinental, le président Lourenço a indiqué que cette rencontre devrait permettre de faire le point sur le processus de Luanda et celui de Nairobi. Il a annoncé la tenue dans les prochains jours à Luanda d'une réunion quadripartite incluant l'EAC, la CIRGL, la CAC sous la coordination de l'Union africaine. À l'issue de leurs travaux à huis clos, le chef d'État et le chef des délégations des 12 pays membres de la CIRGL ont pris un certain nombre de résolutions et recommandations favorables à la RDC. Les chefs d'État qui ont participé à ces sommets ont pris acte de la décision de la SADC de déployer ses troupes combattantes dans l'est de la RDC et également salué le déploiement des troupes angolaises pour sécuriser la population brisée par la guerre de M23. C'était une cérémonie riche en couleurs, présidée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine, dans l'objectif de présenter des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires, BNCA. Il ressort de ces rapports que le climat des affaires en RDC est en cours d'amélioration. À ce stade, le BNCA lui donne un score de satisfaction de 37% suite aux enquêtes menées du 24 janvier au 27 mars 2023 ayant porté sur 403 entreprises dans 13 secteurs de l'économie nationale. Prenant la parole à cette cérémonie, Félix Tshisekedi a salué la qualité du travail abattu par le BNCA. Un travail qui met à nu les fléaux qui gangrènent et rongent notre environnement économique. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a exhorté à chacun à jouer sa participation pour un environnement des affaires assaini et attractif en faveur de partenaires étrangers. Le baromètre national du climat des affaires a recommandé notamment de mener des réformes sur la fiscalité et la parafiscalité, la sécurité juridique et judiciaire, l'environnement politique, la gestion des marchés publics, la qualité de l'administration ainsi que celle des infrastructures. Le BNCA est inutile, mis en place pour combler le vide qu'avaient laissé les Doing Business de la Banque mondiale, lesquels cotaient au moins 180 économies pour mesurer les facilités et qu'elles offraient à y faire les affaires.
dans cette réunion de prise de contact, eu une discussion extrêmement technique et extrêmement fructueuse avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Nous avons eu l'opportunité de découvrir sa vision, qui est celle du chef de l'État axée sur la couverture de santé universelle. Nous avons discuté ensemble des points d'entrée où la Banque mondiale pourra apporter son support au gouvernement pour réaliser ses objectifs d'apporter la santé à tous les Congolais. Et l'un des points d'entrée sur lesquels nous avons convenu, c'est de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant, de continuer les programmes de gratuité des accouchements qui sont déjà financés par des projets, le projet PDSS de la Banque mondiale qui arrive à clôture, mais que nous allons étendre pour nous assurer que cette gratuité continue. Nous avons également discuté avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, des opportunités futures de collaboration, y compris dans le domaine de la nutrition, avec des idées assez novatrices que nous allons continuer à poursuivre, et discuter aussi d'une stratégie chiffrée de la couverture de santé qui, dans le futur, pourra permettre à la Banque mondiale d'appuyer le gouvernement avec des instruments nouveaux. Le ministère des Affaires étrangères et francophonie a appris avec une profonde consternation la mort de 10 Congolais tués par des bombardements effectués le dimanche 4 juin 2023 à 13 h sur le campus de l'Université internationale d'Afrique au Khartoum. Des informations en possession du ministère des Affaires étrangères et francophonie indiquent que ces tirs mortels exécutés par l'armée régulière sur une zone occupée par des populations civiles et non armées, y compris des ressortissants des pays étrangers, ont grièvement blessé d'autres compatriotes qui se trouvent actuellement à l'hôpital militaire Koulia Trazi dans la capitale soudanaise. Voici les noms des Congolais tués par ces bombardements. 1. Kula Massamba. 2. Benjamin Mwangi Ibrahim. 3. Abdul Kilumboudidi Goumoulé. 4. Joseph Kamango. 5. Tabin Aboubakar. 6. Georgette Nkabongalou Mumbanga. 7. Ismaël Patient Jean. 8. Bébé. 9. Farouk. 10. Rosa Patience Jean. Suite à ces drames qui viennent d'endeuiller la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre a reçu ce lundi 5 juin 2023 M. Moussab Altoum, chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa. Lors de cette entrevue, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a transmis à son hôte le message de tristesse et de protestation du gouvernement congolais. Nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants, au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée. Là où ceux qui exercent les pouvoirs préfèrent accroître la barbarie et envenimer le climat politique d'avant les élections de décembre 2023, allant jusqu'à insinuer qu'un civil armé d'un pistolet imaginaire allait faire un coup d'État pour remettre le pouvoir à un Katangais. Où a-t-on vu ce genre de coups d'État civil pour compte d'autrui? En cas d'un procès unique qui serait basé sur ces griefs fabriqués de toutes pièces, dans l'intention de nuire, les avocats d'ensemble pour la République ne manqueront certainement pas de faire prévaloir la vérité et de démontrer que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Le peuple congolais a le droit d'être correctement et suffisamment informé de l'incapacité, la méchanceté, les injustices et la volonté de nuire qui caractérisent ces régimes. C'est ce jeudi 8 juin 2023, dans la salle 40 places du bâtiment Paul Panda, que l'inspecteur de travail
Jean Makoukou a procédé à l'installation de la nouvelle délégation syndicale des travailleurs de la CGT, Esta-CGT, issue des élections syndicales du 29 mai 2023, en présence du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Nico Nzaounzaou. Prenant la parole en premier lieu, Jean Dédieu Kassongo, vice-président du secrétariat technique, a rappelé que ce processus est légal dans toutes les sociétés de la RDC, tout en indiquant que l'ancienne délégation syndicale est arrivée à la fin de son mandat après avoir travaillé pendant 5 ans et la nouvelle délégation syndicale a pris le bâton de commandement par le canal d'un processus électoral vu que les 2 autres syndicats n'ont pas pu répondre aux critères. Le président du Esta-CGT, Ludovic Lembandi, explique. Il n'y a rien de mieux que la paix au sein de l'entreprise. Sur ce, nous réitérons nos remerciements à tous ces acteurs et nous leur rendons hommage. Et notre syndicat, au sein de la délégation syndicale, nous voulons une association des personnes dont le but est la représentation des travailleurs à CGT et la défense de leurs intérêts ainsi que de leurs droits. Nous serons là pour protéger les acquis sociaux des employés et de porter haut la voix des employés auprès de l'employeur ici présent. Le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Nico Nzaounzaou, quant à lui, a encouragé le nouveau bureau et lui a demandé de pouvoir conserver et améliorer les conditions de travail au sein de l'Agence congolaise de grands travaux. Nous tenons à remercier très sincèrement tous les acteurs qui ont concouru, de près ou de loin, à la réalisation, à la matérialisation, mieux au succès de cette activité qui a permis à la CGT de se doter des animateurs ayant pour unique objectif la sauvegarde du travail, des intérêts des travailleurs et par effet d'entraînement la sauvegarde de notre patrimoine commun qui est la CGT. Des élections syndicales n'ont eu lieu, n'ont un de sens que parce que les électeurs, agents et cadres de la CGT ont manifesté leur adhésion à ce processus et ont mandaté des délégués pour parler en leur nom. C'est pourquoi nous tenons à rendre un vibrant hommage aux agents et cadres de la CGT qui ont accepté de participer activement à ces élections. Signalons qu'un procès verbal a été signé par Jean Makoukou, inspecteur du travail, et il a déclaré ainsi qu'il prend acte de cette installation en sa qualité du représentant de l'inspection générale du travail. Nous avons, dans cette réunion de prise de contact, eu une discussion extrêmement technique et extrêmement fructueuse avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Nous avons eu l'opportunité de découvrir sa vision, qui est celle du chef de l'État axée sur la couverture de santé universelle. Nous avons discuté ensemble des points d'entrée où la Banque mondiale pourra apporter son support au gouvernement pour réaliser ses objectifs d'apporter la santé à tous les Congolais. Et l'un des points d'entrée sur lesquels nous avons convenu, c'est de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant, de continuer les programmes de gratuité des accouchements qui sont déjà financés par des projets, le projet PDSS de la Banque mondiale qui arrive à clôture, mais que nous allons étendre pour nous assurer que cette gratuité continue. Nous avons également discuté avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, des opportunités futures de collaboration, y compris dans le domaine de la nutrition, avec des idées assez novatrices que nous allons continuer à poursuivre, et discuter aussi d'une stratégie chiffrée de la couverture de santé qui, dans le futur, pourra permettre à la Banque mondiale d'appuyer le gouvernement avec des instruments nouveaux.
Une équipe de la primature a été dépêchée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans les territoires d'Ikasinga dans le Haut-Katanga pour faire le suivi des ouvrages construits dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. La dite délégation conduite par les conseillers spéciaux du Premier ministre et de son assistant principal ont commencé leur tournée par les centres de santé Kibundu, où ils ont salué les rythmes avec lesquels les travaux ont été exécutés. Juste après, la délégation se rendue à l'école primaire Akili de Kasomeno, à 150 km de Lubumbashi, où les travaux s'effectuent également à pas des géants. L'équipe a été agréablement surprise car les ouvrages sont finis et sont en attente que de l'inauguration. Pour doter les pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et des recensements conformément à son programme d'action 2021-2023, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé à l'hôtel du gouvernement la cérémonie de signature officielle du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Office national d'identification de la population ONIP et l'Institut national des statistiques UNS. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, du cabinet du président de la République, du président de la CENI, des directeurs généraux de l'ONIP, de l'UNS, ainsi que les membres du comité technique de mutualisation. Ces protocoles d'accord est relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques, du matériel des collectes par la CENI ou des autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation les opérations d'identification et des recensements général de la population, ce qui permettra à l'obtention prochaine des cartes d'identité nationale aux Congolais. Les Nations Unies font l'objet de vives critiques au Congo, où de nombreuses personnes considèrent que les forces de maintien de la paix ne parviennent pas à prévenir la violence. Par exemple, l'année dernière, des dizaines de personnes ont été tuées lors de manifestations contre l'Organisation des Nations Unies. La MONUSCO compte environ 16 000 personnes en uniforme, principalement déployées dans l'est de la RDC. Après plus de 20 ans de présence, l'Organisation des Nations Unies réfléchit et comment retirer sa force de maintien de la paix en RDC le plus rapidement possible, mais de manière graduelle et responsable, a affirmé Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps travailler avec les autorités congolaises pour que, je l'ai dit, le processus de montée en puissance de l'État congolais nous permette, nous, de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais le faire de manière responsable. Encore une fois, je le souligne, il ne faut pas qu'il y ait de vide sécuritaire qui serait fatal à ces populations. On a été préoccupé par les violences intervenues lors des récentes manifestations. Il y a une préoccupation qui s'exprime de la part de beaucoup de nos interlocuteurs quant au discours de haine, au discours xénophobe, au discours misogyne, au discours de confrontation ethnique. Et bien sûr, il est essentiel de mettre fin à ces discours. Parmi ces recommandations possibles au Conseil de sécurité de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix a également évoqué un appui aux forces régionales africaines déjà déployées ou envisagées dans l'est de la RDC. Une force est africaine est présente dans le Nord Kivu où le déploiement d'un contingent d'Afrique australe est aussi envisagé. La réforme amorcée depuis au sein de l'administration publique en vue de maîtriser les effectifs et la masse salariale poursuit son bon nombre de chemins. Conformément aux orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre de l'Industrie Julien Paluku ont procédé ce lundi 5 juin 2023 à la signature du cadre et des structures organiques du Bureau national d'études et de planification industrielle. Aujourd'hui, la volonté que nous affichons
au sein du gouvernement, suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, c'est celle de mépriser totalement les effectifs au sein des services, établissements, toutes les administrations œuvrant sous l'autorité du gouvernement de la République, mais aussi de redéfinir les missions, les tâches adaptées aux réalités que nous impose le monde actuel. Le BNP, en tant qu'établissement public, l'agrément de son cadre organique constitue en réalité le lancement d'un signal fort dans les efforts que nous déployons dans ce sens-là. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a salué le travail réalisé par les experts du ministère de la fonction publique et ceux de l'industrie. Je me sens très réconforté par le travail qui est abattu ici à la vice-primature en charge de la fonction publique, qui est dans une réforme avancée au niveau des structures cadres organiques des services publics de l'État. Parce que vous savez, depuis que nous sommes à la tête de ces ministères, nous avons voulu effectivement régulariser cette situation parce que nous avons autour de 5 établissements publics. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que l'un de ces établissements soit doté de son cadre organique et de son référentiel d'emploi. Cet outil d'organisation de services est destiné à servir de référentiel dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines du ministère de l'Industrie en vue de le rendre plus rationnel dans la perspective de répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Pour exiger la cessation de la tracasserie de la police de la circulation routière, les chauffeurs de transport en commun de la ville-province de Kinshasa ont décidé d'égarer leurs véhicules pendant 3 jours. Une réalité qui a perturbé la circulation ce lundi. Dans les arrêts de bus de Kinshasa, la population était obligée de patienter pendant 2 heures pour attendre quelques bus Transco, parfois extrêmement pleins, comme l'expliquent quelques Quinois rencontrés ce matin. Pour le moment, comme l'État n'a pas de moyens, il doit maintenant voir. Depuis le matin, le transport est tellement difficile que nous ne savons même pas nous déplacer. Et je suis là, ça fait 2 heures du temps. 2 heures du temps. Mais ce que j'ai entendu parler par les gens, c'est la grève, disons, la grève des chauffeurs. Alors, je n'ai pas compris le mobile de cette grève. Subitement, on s'est réveillé le matin, le transport est difficile. Moi, j'ai quitté de chez moi jusqu'ici, confiné dans le Transco. Tu vois, c'est le Transco, en quelque sorte, qui essaye de pallier à cette situation. On est entré à bord, entassé, et pour aujourd'hui, ils ont même accepté de pouvoir faire entrer les passagers par derrière. J'ai compris que le poids était tellement lourd. Pour le moment, comme l'État n'a pas de moyens, il doit maintenant voir, il réclame quoi? Voir, trouver le point d'équilibre. Ce qu'ils demandent avec ce que l'État demande, on trouve un point d'équilibre, c'est tout. Pourquoi il y a tracasserie? Pourquoi les chauffeurs augmentent les prix de transport? C'est à débattre, d'accord? Sur place, à Victoire, les capitaines honorés, commandant de la sécurité publique de Victoire, interpellent ce chauffeur qui, selon lui, menace ces des bus Transco qui essayent d'aider la population. Nous sommes dans un pays où il y a la démocratie. Si les gens veulent gréver, c'est un droit. Le droit de grève est reconnu aux gens, mais vous devez respecter les normes. Les bus que vous voyez ici, les Transco, ce sont les bus de l'État et d'autres sociétés privées qui travaillent avec l'État et ils n'ont pas grévé. Mais de notre grande surprise, nos amis qui ont préféré gréver sont descendus sur la route pour commencer à lapider les bus de l'État. D'autres personnes, des privés qui se rendent au service, ça ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas accepter de telles choses. Si vous voulez gréver, restez à la maison. Et nous allons constater les conséquences si vous êtes plus important que tout le monde. Mais sortir, barricader les routes, tout ça pourquoi? Ça c'est troubler l'ordre public. Autre triste réalité, pendant ces temps,
le conducteur des taxis moto, appelé communément Wewa, profite de l'occasion pour augmenter les prix de course. La maxime latine Homo homini lupus, entendez l'homme et les loups de l'homme, est très vrai pour la ville-province de Kinshasa, où les agents de l'ordre ont fait des conducteurs de motos et autres chauffeurs leur source de profit journalier. Les tracasseries policières sur les artères et ronds-points quinois sont devenues le principe de travail des préposés à la sécurité des biens et des personnes. Loin de nous de condamner un policier ou un membre du bureau 2 qui fait légalement et régulièrement son travail en cas de faute de la part des conducteurs des véhicules du transport en commun, nous dénonçons la prédation ou les tracasseries et mettons au parfum les autorités des tutelles pour mettre de l'ordre en cette matière. Parfois, ces tracasseries conduisent à des troubles de l'ordre public, aux scènes ridicules, aux accrochages, aux échauffourées, voire à des sévices, préjudices ou à la fatalité. Et là où aussi le bas blesse, c'est quand les amendes exigées aux conducteurs des véhicules n'entrent pas dans les caisses de l'État. Devons-nous rappeler à ces prédateurs et aux autorités qu'il y a des pays dont les budgets sont renfloués par des amendes provenant des contraventions routières et que l'argent qu'ils demandent aux pauvres chauffeurs et motards n'est pas à mettre dans leur poche? Ces prédateurs basés au rond-point Victoire ou ailleurs, renvoient une image très caricaturée du policier. Le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix se félicite de la collaboration qui existe entre l'administration militaire et la MONUSCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale en cette période de l'état de siège. C'est ce qui a permis à la reconquête de plusieurs villages et des milliers de déplacés à regagner leur milieu d'origine. Déclaration faite ce dimanche après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Je voudrais remercier son Excellence le gouverneur pour son accueil chaleureux et aussi pour l'excellent travail en commun entre les autorités provinciales dans toutes leurs composantes civiles, militaires et police et nos collègues de la MONUSCO. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons ensemble à surmonter ces défis. Et le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours assez substantiels, dans plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retournées. C'est ça qu'il faut continuer, parce que l'objectif, c'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés à recevoir de l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent retourner chez elles. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Chomodjouni, gouverneur et commandant des opérations militaires, de réitérer son message aux groupes armés à s'aligner sur le chemin de la paix. Et donc aujourd'hui, la boucle est bouclée. Les opérations, la justice, l'humanitaire et maintenant tous les grands responsables, que ce soit sur le plan international, sur le plan national avec le Premier ministre, sont venus. Donc d'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations d'arrestation, des opérations dans le DD là-bas. Donc voilà, vous avez tous les choix devant vous, la route est balisée, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisé et vous irez vers la justice. C'est même dimanche, ce haut fonctionnaire des Nations Unies va se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, à la rencontre des déplacés affectés par le conflit armé, en prévision d'une assistance humanitaire et de réconfort moral. Il s'y est de signaler que la visite de Jean-Pierre Lacroix au chef-lieu de l'Ituri intervient après la mission judiciaire du procureur de la CPI, un message fort pour l'ennemi de la paix. La question de la désignation des représentants congolais aux compétitions africaines interclubs de l'édition 2023-2024 a été le sujet principal des échanges entre le ministre national des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, et les membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA, mardi 6 juin 2023. Conséquence de la déclaration de la saison blanche pour l'échéance 2022-2023 et de la publication le samedi 3 juin dernier d'un classement cumulé des 4 précédentes éditions par les comités de normalisation CONOR.
Après la rencontre avec le ministre des Sports, le comité de normalisation de la FECOFA confirme la déclaration de la saison blanche, promettant cependant de se référer au règlement de la CAF à propos de la désignation des clubs pour les interclubs. Maître Innocent Kibundulu, secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA, a dit à ce sujet: par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes comme CONOR, nous attendons les règlements. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter, devra attendre. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc, nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner et ça sera fait en temps utile. Pour lui, le CONOR n'a jamais décidé de la qualification ou non de tel ou tel autre club pour les compétitions interclubs africaines. Ainsi, le communiqué publié samedi 3 juin et qui reprend le classement cumulé des 4 précédentes saisons est relatif aux 2 échéances importantes dans l'agenda du CONOR. On rappelle que la publication du classement en question a provoqué la colère du football club Saint-Éloi Lupopo, considéré comme les grands perdants de cette décision du CONOR, car classé 5e au dit classement est synonyme de la non-qualification à la campagne africaine. Le mardi, les fanatiques de Lupopo sont descendus sur la rue pour protester. Contre cette décision et l'administration du club a saisi la FECOFA pour exiger son annulation. Rappel de principaux titres. 10 Congolais ont trouvé la mort dimanche dernier après le bombardement de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum, au Soudan. L'information a été livrée par les gouvernements congolais au cours d'un briefing hebdomadaire. Le parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, rejette en bloc les accusations des services et des renseignements militaires sur les cas de Salomon Idi Kalonda, accusé de détenir une arme à feu et de vouloir renverser le pouvoir en place en RDC. Une grève de chauffeurs de taxis et taxibus a été observée lundi 5 juin 2023 et sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. L'appel à 3 jours de grève a été lancé par la synergie des associations de chauffeurs pour dénoncer les tracasseries et arrestations arbitraires dont ils sont victimes. Fin de ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.